Bon, allez, on commence. Je vous ai promis que vous seriez à l'heure pour votre avion. Bon, merci en tout cas d'être là cet après-midi avec nous pour cette table ronde sécurité numérique. Par où commencer? Alors c'est peut-être un petit peu réducteur, par où commencer? C'est vrai qu'après en avoir parlé avec chacun des intervenants, je m'étais dit on aurait peut-être pu plutôt dire sécurité numérique pour aller plus loin, parce que c'est vrai que chacun a une expérience à nous raconter. Vous avez des expériences de sécurité numérique, mais vous démarrez pas complètement de rien, de zéro. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler quelques grands principes, parce que parmi nos intervenants, on en a deux d'entre eux ont rejoint leur entreprise récemment. Et donc, en fait, ça a été quand même un peu un recommencement, mais ils nous expliqueront ça mieux que je ne le fais. Alors, je tenais à remercier donc les 4 intervenants de cette table ronde. Jérôme Notin, qui est le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, enfin du GIP à CIMA, cybermalveillance.gouv.fr. Je pense que ça vous parle sans doute un petit peu plus. Jean-François Louapre, RSSI à temps partagé, président d'Akena. Jean-François a une grande expérience aussi en tant que... il n'a pas été toute sa vie à temps partagé, il était à temps complet dans certaines entreprises. Un homme entier, quoi. Un homme entier. Je t'ai entendu. Surtout, Jean-François travaille avec des ETI, donc il pourra aussi nous raconter quelles sont nous faire partager son expérience avec ces entreprises de taille intermédiaire qui ont beaucoup de besoins, mais pas forcément ni les moyens en temps, en ressources, en argent de certaines grandes entreprises. À côté donc, de Jean-François, Sébastien Dex, qui est IT Infrastructure Manager chez Devialet. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, allez voir après la table ronde, allez sur le site de Devialet, rêvez un peu. Ce sont des très très belles enceintes, c'est vraiment très beau, c'est une très belle entreprise française. Je remercie vraiment Sébastien de venir, qui est un ancien de chez Comexposium. On exporte chez Comexposium. Et Stéphane Gomez à ses côtés, qui est le CISO d'Open Classroom. Open Classroom, c'est une société qui fait de la formation en ligne avec des besoins aussi spécifiques. Et donc, pareil, Stéphane, tu as rejoint la société il n'y a pas très très longtemps. Et là aussi, tu es en train de mettre en place pas mal de choses. Et tu vas nous raconter. Alors, le principe, on a 45 minutes de table ronde. Je vous ai promis que vous ne raterez pas votre navette. Et je ne peux pas rater la mienne non plus. Donc, je respecte le timing. Je laisserai un peu de temps à la fin, une dizaine de minutes si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas, on les garde pour la fin si vous en avez. Après, je pense que les uns et les autres sont assez... pourront vous donner leur adresse mail si vous voulez approfondir les échanges. Je vais commencer avec toi, Jean-François. Alors, quand on est arrivé dans la salle avec Loïse, elle me dit c'est très bien, c'est les fondamentaux, c'est bien ça. Quels sont les fondamentaux peut-être? Parce que même si j'ai dit tout à l'heure que vous êtes, ça fait un certain temps que vous faites de la sécurité numérique, que vous partez pas de rien du tout, malgré tout, dans les entreprises, surtout les entreprises moyennes, petites, il y a des fondamentaux à respecter. Et parfois, quand on est dans ce type d'entreprise, on a l'impression que la tâche est immense. On ne sait pas par où commencer. Ça a été rappelé hier, je crois, sur une des tables rondes, par un des intervenants qui disait on empile, c'était Stéphane Boisson de Comexposium, c'est-à-dire qu'on empile les solutions, on a un catalogue à notre portée qui est énorme, et donc de temps en temps, il faut savoir où aller et comment. Oui, alors c'est tout. Non, mais c'est tout à fait ça. En fait, comme tu le disais, le titre par où commencer. Moi, les clients pour qui j'ai la chance de bosser, à chaque fois qu'on démarre une mission, ils me disent ah mais nous on démarre en sécu, on fait rien. En fait, c'est pas vrai. Toutes vos entreprises font de la sécu avant de structurer la démarche. Mais par contre, ils sont effectivement un petit peu perdus parce que il y a une vraie prise de conscience du risque numérique par leur direction générale. Il y a des tas de sujets à adresser, un catalogue de solutions qui est énorme. Ils sont un petit peu perdus et c'est moins une question de par où commencer qu'une question de priorisation de roadmap en fait.
donc l'approche, alors j'ai pas la prétention d'avoir une approche universelle, mais l'approche elle est assez standard. Faire un état des lieux, de cet état des lieux définir une feuille de route et essayer de s'y tenir en définissant les bonnes priorités de la feuille de route qui correspondent à l'entreprise. On a la chance d'avoir à disposition en France quelques éléments qui facilitent cet état des lieux. Je pense au guide d'hygiène de l'ANSSI, par exemple, tu parlais de fondamentaux, qui donne effectivement une proposition de fondamentaux en sécurité, qui doivent bien sûr être contextualisés au métier de l'entreprise, puisque on n'a pas les mêmes risques, les mêmes besoins et les mêmes fondamentaux à mettre en place avec les mêmes priorités en fonction du secteur d'activité ou de la taille de l'entreprise, mais c'est déjà un bon début. J'interviens un peu dans des entreprises qui commencent en sécu, puisque j'en dis, si vous faites appel à moi, c'est qu'en fait, quelque part, vous avez déjà commencé, et que je te rejoins, on n'est plus sur une démarche, comment je fais pour aller plus loin ? Et pour moi, l'aller plus loin, c'est effectivement sur la base d'un état des lieux, structurer une démarche. Et justement, quand ils te sollicitent et que tu fais un premier état des lieux, donc je pense que tu fais un audit, enfin on verra aussi avec Stéphane et Sébastien, peut-être quand ils ont commencé, ils ont fait un audit où tu regardes un peu. Est-ce que tu leur donnes un premier état des lieux, ils se disent « Ouh là là, je pensais pas que c'était il y avait autant de choses à faire, c'était aussi grand. » Est-ce qu'il y a un petit moment de panique où ils se disent non, c'est bon, on voit qu'il y a beaucoup de choses, mais on a pris quelqu'un finalement qui va nous aider à prioriser les sujets? Alors, je vais pas généraliser, mais sur quelques clients, j'ai plutôt l'approche inverse. Souvent, il y a un gros déficit de mise en visibilité de ce qui est déjà fait par les équipes techniques. Il y a aujourd'hui de plus en plus de demandes de la DSI ou de la direction générale d'avoir de la visibilité sur ce qui est fait en sécu. Les équipes techniques souvent ne voient pas l'utilité, et souvent ce premier état des lieux est plutôt l'opportunité de dire « Ah oui, on fait quand même déjà tout ça ». Et ce qui conduit souvent sur la mise en place de reporting, d'indicateurs, de tableaux de bord. Par contre, c'est des approches qui sont, comme on l'a tous connu, on l'a fait en sécu, qui sont des approches très préventives. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la grosse lacune, et qui est souvent la priorité qu'on met sur les roadmaps, c'est la mise en place d'une capacité de détection et de réaction. Ça, aujourd'hui, c'est globalement ce qui manque, et c'est là où il y a aussi besoin de démystification, puisque on associe pas mal capacité de détection à SOC. Dans l'imaginaire collectif, SOC égale les images de Wargames. Pour les moins jeunes d'entre nous, je suis désolé, je ne sais pas si tu sais, c'est Wargames. Ah, très bien. Parfait. Donc voilà, c'est un peu ça qui leur fait peur, c'est toute cette partie supervision, détection, capacité à gérer une crise. Donc le complément de la partie protection par détection-réaction, ça inquiète un petit peu les gens. Il y a pas mal de démystification à faire autour de ça. Ouais. D'accord. Donc en fait, il y a aussi, comme tu dis, beaucoup de démystification à faire. La sécurité numérique, ce ne sont pas simplement les outils, et c'est pour ça que je suis contente que Jérôme soit là, parce qu'il y a aussi, on sait que les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'instances, d'outils aussi. Alors là, on ne parle pas d'outils techniques, mais d'outils, ça peut être des publications. Cybermalveillance.gouv.fr participe aussi à ça, à cette sensibilisation. Vous rencontrez aussi des entreprises. Alors c'est vrai que les ETI sont moins dans le scope de l'agence. Malgré tout, ça irrigue quand même tout le secteur professionnel français. Oui, j'ai bu de l'eau de travers, alors j'espère que je ne vais pas perdre ma voix. Je suis vraiment désolé, c'est pas un truc qu'on a. Alors si tu veux, depuis 2 ans. On vient. Non, si je me permettrais, si vous m'entendez mal. Oui, un peu plus sérieusement, on a abordé les aspects techniques. On le sait tous, je pense, en tout cas ceux qui font de la sécu depuis un petit moment. Il y a 2 fondamentaux. Le premier, c'est la technique au sens très large, anticipation, réaction, détection, tout ce que tu viens d'évoquer. Et puis, alors, le terme que j'utilise moi jamais, c'est le fameux chaise-clavier machin. Donc, je passe là-dessus, mais
la sensibilisation des agents. Tu l'as dit, nous on est, ça commence. Nous on est plutôt, on s'adresse plutôt aux plus petites structures et encore malheureusement pour ces petites structures, c'est un peu moins vrai pour les ETI, c'est encore et heureusement encore moins vrai pour les plus grosses entreprises, mais pour les petites structures, donc les petites collectivités, les petites entreprises qui sont les fournisseurs des ETI et des grosses des opérateurs d'importance vitale ou des plus grosses entreprises. Eh bien, cette problématique de la prise en compte du risque et de la nécessité d'avoir des bonnes pratiques, elle n'est malheureusement encore pas pour tout le monde. Il y a des guides qui sont faits par l'ANSSI, qui sont plutôt des guides techniques. L'ANSSI est une agence technique. Et puis nous, donc depuis qu'on existe, depuis maintenant 5 ans, on essaye de passer beaucoup de temps et d'énergie la production de contenu, donc ça peut être des simples recto verso, ça peut être des guides un peu plus verbeux, on va dire, mais qui sont à destination justement des collaborateurs des entreprises. Et ça, c'est quand même historiquement plutôt pour les petites structures, donc les petites collectivités, les petites entreprises, mais on sait également que, puisqu'on a la chance de participer par exemple aux assises, on sait que des grandes entreprises peuvent le reprendre pour sensibiliser leurs agents. Donc moi, le message que je pourrais vous communiquer aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à venir sur notre plateforme. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cyberviolence.gouv.fr, vous avez à votre disposition, sous une licence ouverte, c'est la licence Etalab 2.0, ça veut dire que vous pouvez reprendre les contenus, nous demander le code source de ces documents, on vous les enverra. Donc mon adresse mail c'est jérôme.notin@cyberviolence.gouv.fr pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, rajouter les logos de vos structures pour diffuser ces messages à l'ensemble de vos collaborateurs. Des exemples de fiches qu'on a sont par exemple les bonnes... pourquoi on vous casse les pieds sur les mots de passe, pourquoi c'est important une hygiène des mots de passe. Alors c'est des choses qu'on répète depuis de nombreuses années, mais là voilà, si vous avez dans vos missions des actions de sensibilisation, ne pas hésiter à prendre nos contenus. C'est pourquoi on doit faire des sauvegardes, voilà. Puis parfois on va un petit peu plus loin. On a par exemple sorti, alors c'est un peu moins adapté à vous aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est notre actualité de la semaine. On a sorti par exemple un guide, une étude complète sur le niveau de maturité des collectivités de moins de 3500 habitants. Et donc derrière, on va décliner des petites vidéos basées sur les enseignements qu'on a eu de cette étude. Donc voilà, mon message, c'est on fait pour vous toutes et tous des contenus de sensibilisation. Donc n'hésitez pas à venir les prendre, à vous baser là-dessus, à vous en inspirer s'ils ne sont pas adaptés au niveau de maturité de vos utilisateurs. Mais voilà, on est à votre disposition pour aussi, si vous le souhaitez, créer des choses qu'on n'aurait pas, nous, imaginé, qui seraient des besoins sur des sujets bien particuliers. Alors on ne va pas prendre une thématique et un logiciel en particulier et faire une analyse complète de cet outil, mais enfin, ouais, il y a un petit peu l'idée de ce que je vous propose aujourd'hui. Et alors, est-ce que le fait on parle de plus en plus de cybersécurité ou d'attaques cyber, etc., il y a eu des annonces il n'y a pas très longtemps à Nice, alors je crois qu'il était encore candidat, enfin bon, du il président. n'était pas déclaré encore. Il n'était pas encore déclaré, mais il était entre deux. Donc, création de 1500 cyberpatrouilleurs supplémentaires, une école de formation cyber. Bon, il y a quand même, il y a quand même de plus en plus de communication. Est-ce que ça, tu as l'impression que ça irrigue jusque dans le secteur professionnel? Parce que c'est bien sûr d'informer le citoyen, c'est important. On l'a dit, les très grandes entreprises, sont peut-être plus sensibilisées et sont cornaquées par l'ANSSI, mais est-ce que justement ça arrive à irriguer suffisamment? Alors je vais répondre de deux niveaux. Le premier, c'est il y a quelques années, quand la CPME, donc notre correspondante de la CPME, qui est membre du GIP, membre fondateur, proposait, et quelques années, c'était il y a 3-4 ans, proposait à la communication de la CPME un événement cyber. La com de la CPME lui disait tu nous casses les pieds avec tes trucs, on comprend rien, c'est anxiogène, voilà. Et depuis le début, depuis 1 an ou 2 maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la communication de la CPME qui va voir cette personne en lui disant alors c'est quand le prochain événement, parce que le terrain, les patrons des entreprises sont demandeurs d'événements de cybersécurité. Donc sur la prise de conscience, voilà, qu'il a l'étape clé fondamentale, la première étape
pour adresser un risque, il faut en avoir conscience. Donc là, il y a une amélioration en très peu de temps parce que les médias, comme dit Guillaume Poupard, qui est le DG de l'ANSSI, mais qui est aussi président du GIP, les attaquants nous aident beaucoup quand ils tapent des grosses entreprises américaines, françaises, les médias en parlent et ça fait que il y a cette prise de conscience générale. Donc c'est la première réponse. Et puis tu as évoqué les annonces donc à Nice en janvier de cette année. Le président, et c'est pas moi qui suis en contact avec lui, c'est des gens avec qui je suis en contact indirectement, mais et donc aujourd'hui nouvellement réélu, a vraiment conscience de la problématique cyber. C'est a priori un enjeu important pour lui, et ça veut dire que je suis assez convaincu que assez rapidement la nouvelle administration, en tout cas le nouveau gouvernement, même si a priori c'est un petit scoop que je vous partage, mais qui peut être renversé très très rapidement, il n'y aurait pas un ministre du numérique, on resterait sur un secrétariat d'État, mais bon, voilà, tout ça pour dire que la nouvelle administration mettra plus de moyens sur la lutte au sens très large de la cybercriminalité. Très bien, ça permettra de faire une table ronde l'année prochaine pour voir où on en est. Les évolutions, Merci. Et j'espère qu'il y en aura des majeurs. Oui. Et que cybermalveillance.gouv aura doublé ses effectifs. Merci Jérôme. Stéphane, alors Stéphane, Open Classroom, donc je l'ai dit, c'est un site qui fait de la formation en ligne. Tu es arrivé il y a 4 mois dans l'entreprise, c'est ça à peu près ? Ouais, 5 maintenant. 5 maintenant, oui. C'était 4 quand on s'était parlé. Donc, explique-nous un petit peu c'est combien de divisions Open Classroom, combien généraux, enfin surtout non plus sérieusement, quels étaient les besoins que tu as perçus quand tu es arrivé. Très bien. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Open Classroom. Précédemment, c'était en fait un site qui s'appelait le site du zéro, qui est un site sur lequel beaucoup de personnes tech se sont formées, ont après développé, ont après fait leur site web, etc. Et c'était monté par 2 personnes. Et puis pour faire un peu la genèse, mais en 2013, en fait, ils ont commencé à monter une boîte par rapport à ça. Donc ils étaient une petite dizaine 2013-2015. Puis après, ils ont été 200 en 2021. Et puis actuellement, en fait, on est 550. Donc c'est une boîte qui a grossi très très vite. Et en fait, la DSI à l'époque, c'était... la DSI à l'époque, la DSI il y a 1 an, c'était 4 personnes. Donc le DSI plus 3 ingénieurs poste de travail. Donc en termes de sécurité, c'était assez bas. Et du coup, il y a 9 mois à peu près, il n'y avait pas d'équipe sécu. Actuellement, on est 5 dans mon équipe. Et du coup, moi, je suis arrivé en décembre 2021. Voilà. Et je rejoins à la fois ce que tu dis, Jean-François, et à la fois ce que je ne rejoins pas ce que tu dis. Je rejoins ce que tu dis sur le fait que finalement, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'équipe sécu qu'on faisait pas de sécu. Moi, j'avais des populations qui étaient très développement web. Donc, c'est des gens qui sont plutôt experts sur tel ou tel langage ou tel ou tel framework. Et finalement, ils connaissent très bien ces frameworks et beaucoup mieux la sécurité que moi sur ces frameworks. Par contre, il y avait aussi des manques. Il y avait pas mal de choses à démarrer, etc. Et donc là, c'est là où je te rejoins. Là où je te rejoins pas, c'est cette approche de faire un audit systématique, en fait. Parce que je trouve que pour les grosses entreprises, ça marche très bien. Parce que tout est un peu procéduré, c'est stable en fait comme entreprise. Là en fait Open Classroom, par le fait que ça ait doublé de volume, qu'on a eu plein d'équipes qui n'existaient pas, qui se sont mis à exister, il y a à peu près 0 process qui sont en place, finalement l'audit n'aurait pas apporté grand chose. Et la manière finalement qu'on a eu de capter un petit peu l'information, ça a été de traiter ce que j'appelle des sujets de run en fait. C'est que la sécu, à la fois on va construire nos politiques, nos process, mettre en place des outils, tout ça, ça je vais mettre dans le build. Mais le run, c'est toutes les vulnérabilités, toutes les tentatives d'attaque que vous prenez dans la tronche, tous les phishing que les personnes prennent, tous les demandes de nouveaux SaaS, et puis finalement tous les clients qui viennent vous auditer ou qui viennent vous donner un gros questionnaire de sécurité de 150 lignes à compléter pour le lendemain. Et en fait, finalement,
en ayant la visibilité sur plutôt ces activités de run, ça nous a permis d'avoir beaucoup de visibilité sur le métier et sur les process en fait qui étaient en train d'être construits au sein d'Open Classroom. Ça nous a permis aussi de nous faire un petit peu nos amis, nos alliés, et finalement de rayonner un petit peu dans l'entreprise. Il y a une chose aussi, parce que quand on voit les chiffres, c'est impressionnant. Tu dis, je reprends les chiffres, on est passé de 4 à 30 personnes dans la DSI, c'est ça, et de 0 à 5 personnes en sécu. Ouais. Donc il y a quand même eu, à un moment donné, ces gens-là, il faut aussi décider de les embaucher, il faut des moyens. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi une vraie prise de conscience que on ne pouvait pas rester dans l'État alors que la société avait doublé. Enfin oui, vous étiez passé à 500, plus de 500 collaborateurs. Et en fait, ce mouvement-là, il est plutôt vertueux. Bon, c'est peut-être pas le cas de toutes les entreprises. Et surtout, il vient un peu de... C'est un mouvement global, c'est-à-dire que tu me disais, il y a la direction générale, il y a aussi les investisseurs qui ont poussé aussi, ce qui est assez remarquable d'ailleurs. Tout à fait. On n'est pas dans une situation où la boîte s'est pris une attaque et prise de conscience de la direction et puis investissement sur la sécu, parce que quand même un ransomware ça fait mal. C'est un peu le schéma classique que l'on voit là-dessus. Là en fait le besoin de sécu il est venu par les investisseurs dans le cadre de la dernière levée de fonds qu'Open Classroom a fait. Ça vient aussi par la pression des clients, qui est finalement aussi une chose vertueuse quand on y pense, qui viennent nous demander en fait des comptes, qui viennent nous auditer, qui viennent nous demander ok, vous en êtes où là-dessus, qui viennent traquer aussi le plan d'audit qu'ils ont fait chez nous. Et en fait tout ça fait prendre conscience effectivement à l'entreprise que oui, ça devient non pas un nice to have mais un must have en fait. Et après il y a le développement à l'international aussi sur lequel ça a été vu comme un prérequis en fait. Alors, avant de laisser la parole à Sébastien, peut-être nous dire les 3 actions que tu as mis en place quand tu es arrivé. C'est rapide. Voilà. Il faut que j'en sélectionne que 3. Les 3 principales. Après, si on a le temps, on pourra détailler les autres. Je sais que tu... Non, mais tout le monde voulait rester après 15 heures, non, c'est pas... Pardon. Il y a quelques grosses actions qui sont un peu des classiques, mais la première... qui est peut-être un petit peu différente dans d'autres contextes, mais là, on a dû construire en fait notre crédibilité, notre image en tant qu'équipe sécu. Parce que en fait, il y avait personne il y a 9 mois. Vous créez une nouvelle équipe, vous créez une nouvelle dimension en fait qui se diffuse partout. Typiquement, on est vraiment partout. Et puis, vous devez créer une image un peu de la sécu qui soit bienveillante, qui soit ouverte, qui soit fun aussi. Et donc là, on a mis pas mal d'actions là-dessus, de com qui est adapté aussi à la population. Typiquement, on a des populations jeunes, donc tout ce qui est GIF et même, ça marche plutôt très bien. On a fait aussi des petits captures de flag, etc. qui, ont fait qu'on a eu une très bonne image crédible dès le début. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu adresser très vite ce que j'appelle les pain points, en fait, des utilisateurs. Vous prenez le phishing, le phishing, en fait, tout le monde en reçoit dans mon entreprise, et personne ne sait comment le traiter, ou personne ne savait vraiment comment bien le traiter. Donc ça, on l'a fait très simple, mais au moins ils savent vers qui se retourner, on mène les investigations, et ça, c'est fini. Et en fait, on a eu pas mal de petits sujets comme ça. Les questionnaires sécurité des clients, c'est pareil. En fait, nos équipes de vente ne savaient pas vers qui se retourner. Et donc, du coup, on leur enlève, entre guillemets, cette épine du pied. Et puis, le troisième point, ça va être plutôt sur la partie roadmap, sur lequel, en fait, on n'est pas parti sur une roadmap avec 50 items et plein d'actions, etc. On est parti sur une roadmap avec 2 objectifs, certif ISO, déploiement d'un outil de CASB. On va faire bien plus que ça, mais au moins en termes de com vis-à-vis de la direction générale et en termes d'objectifs sur l'année, en fait, c'est atteignable et puis c'est facilement communicable. Très bien, merci. On viendra tout à l'heure sur la partie communication parce que c'est quand même primordial. Sébastien, alors... Pareil, tu es arrivé chez De Vialet, donc je vous rappelais un fabricant de très très belles enceintes notamment.
450 personnes dans la société. C'est une société française qui a une usine de fabrication en France. Tu es arrivé il y a quelques mois avec, là aussi, une feuille blanche et on t'a dit, en gros, tu te débrouilles. Ouais, alors avec du budget quand même, hein, parce c'est ça. ils t'ont embauché et en plus ils t'ont donné du budget, ce qui est peut-être que Jean-François nous dira, c'est peut-être pas toujours le cas partout. Tu te débrouilles sachant, et c'est important. Enfin moi je trouve que c'est important. De Vialet, c'est une entreprise qui a des brevets industriels, donc voilà, ça peut. Mais personne a priori en interne n'avait compris que ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre. C'est ça, ouais, non, c'est ça, c'est. Le souci, c'est la maturité de certaines personnes du board et même, enfin, la DSI, c'est pareil. La DSI chez De Vialet est pas très vieille. Hein, c'est un peu le même problème que toi. Ça a grossi très vite. Et la DSI, c'était 3-4 mecs de la R&D qui s'occupaient d'installer les PC pour les nouveaux qui arrivaient. Et puis voilà quoi. Il y a une DSI qui se met en place, mais pas forcément au début. Le spirit de cyber en mode on est une petite boîte française, on fait entre guillemets que des enceintes, on n'est pas une cible, il n'y a personne qui va venir nous chercher. Sauf que De Vialet, ils ont posé à peu près 300 brevets depuis qu'ils ont commencé. L'année dernière, 85 brevets. Donc il y a des trucs un peu à sécuriser, un peu touchy. Et le fait d'arriver en disant ok, les brevets ils sont stockés où, on les fait comment ça se passe, et la réponse c'est on sait pas, on les met sur un PC ou sur le drive et puis voilà. Ok. Et réponse un peu violente du DSI, mais de toute façon on s'en fiche, on est sur Google Drive, donc le jour où on se fera péter, c'est qu'ils auront pété Google. Alors oui mais non, ça marche pas comme ça. Donc il a fallu faire un petit reverse engineering et leur faire comprendre gentiment, une petite éducation, et que la sécurité c'est pas on libère ça à Google et puis ça va bien se passer. Du coup ça a été 2-3 mois longs de notifications, de petits articles de toutes les boîtes qui se faisaient attaquer, que ça soit du Samsung ou des petites PME. En fait tout le monde se fait choper à un moment ou à un autre. Et du coup, du jour au lendemain, sans rien dire, la petite campagne de phishing qui arrive de nulle part. Et, celle que tu n'avais pas réussi à faire chez Comexposium, mais que Stéphane a finalement réussi à faire. Oui, enfin. Et du jour au lendemain, je l'ai fait la semaine dernière à 10h du mat, petite campagne de phishing. En 20 minutes, j'avais tout le board qui avait mis les mots de passe, les mecs de la R&D qui envoyaient tout et n'importe quoi. Et, ok, c'est bon. Le lendemain, le petit rétexte qui va bien, aller voir le DSI, aller voir ah ouais, ok, on va faire un truc. Et bizarrement, ouais, alors j'avais un peu de budget, mais bizarrement on m'a donné encore plus une carte blanche, mais là j'ai un peu la black card entre guillemets pour pouvoir mettre deux trois trucs en place. Donc moi je suis un peu jaloux parce que toi t'as eu plein de copains qui sont arrivés en même temps, moi je suis tout seul, donc Pour le coup, mon poste d'avant, effectivement, j'étais RSSI tout seul d'une boîte de 30 000 personnes. Et ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche. Il y a cette prise de conscience à faire. Ouais. Et alors, avant de te demander, Sébastien, justement, les 3 actions que tu as mis en place, hormis la campagne de phishing, je voudrais juste que Jean-François réagisse à ce que il vient d'être dit là. Parce que tu as dit tout à l'heure, en introduction, finalement, les ETI, elles font quand même de la sécurité, elles parlent pas de nulle part. Là, on est en présence d'une entreprise technologique de 450 personnes. On a un peu l'impression d'être dans la caricature. Enfin, excuse-moi, Sébastien, mais un peu dans la caricature, d'autant plus que vous avez des accords quand même avec des très grosses sociétés technologiques mondiales qui pourraient être comme les investisseurs d'Open Classroom, un peu plus exigeants sur la politique de sécurité. Alors, ils ont peut-être des contrats draconiens, mais je sais pas, Jean-François, juste te faire réagir, et puis Jérôme aussi, si tu le souhaites. Alors, ouais, il y a quand même un truc. Les boîtes qui embauchent un nouveau RSSI ou qui font appel à un RSSI à temps partagé, il y a une certaine prise de conscience.
Ils sont conscients qu'il y a un sujet qu'il faut traiter. Maintenant, on n'est pas non plus chez les bisounours. La prise de conscience, il suffit qu'elle soit le fait de quelqu'un qui a le pouvoir de décision. Après, je te rejoins aussi, c'est pas tout le monde est à niveau, la sécurité c'est important, etc. Il y a encore des tas de gens, et c'est marrant ce que tu dis, parce que je l'ai vécu plusieurs fois. On a une boîte française, on fait un truc sympa, on est du côté des gentils, on va pas nous attaquer. Ça, c'est quand même c'est assez important. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Et on a la chance d'avoir des dispositifs comme ce que propose Cybermalveillance. L'éducation, la sensibilisation, de toute façon, c'est un des points de départ obligatoires. Contrairement à vous, moi, j'interviens dans des boîtes où la DSI... Bon, allez, ils sont au moins 8 quand même. Donc, toi, c'est au moins c'est 2 fois plus gros. Et ils font des choses techniques. Quand je dis ils ne font pas rien en sécurité, ils font certaines choses. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont incontournables. Et même si tu es ingénieur réseau, ingénieur système, voilà, tu fais un minimum de filtrage réseau, de lutte contre les codes malveillants. Et souvent, quand ils veulent aller plus loin, il y a une préoccupation autour de la cohérence de tout ça. La cohérence, l'exhaustivité, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la mise en visibilité. J'ai un exemple que quelqu'un dans la salle connaît très bien, où le début de la mission, c'était voilà, le DSI disait mais on fait rien en sécu, quoi. Et ils faisaient pas rien, c'est juste que les gars qui faisaient des choses voyaient pas pourquoi ils expliqueraient au DSI qu'ils faisaient des trucs en sécu, quoi. Mais encore une fois, besoin de cohérence. J'ai pas eu la chance, enfin je sais pas si, j'ai jamais travaillé dans des environnements aussi extrêmes que celui que tu décris quand même. Non, mais c'est pour ça que j'ai trouvé que le témoignage de Sébastien était particulièrement, il y a toujours particulièrement intéressant. Dans les environnements où je suis intervenu, il y a quand même toujours 2-3 personnes, donc qui sont soit à la DSI ou à la direction, jamais aux deux, oui. Qui sont conscients qu'il y a un risque pour l'entreprise et qu'il faut le traiter. Et une des actions, justement, quand je dis entre la DSI et la direction générale, il y en a un qui est vraiment en pleine prise de conscience. Un des objectifs de la mission, c'est de convaincre l'autre. Ouais. Et c'est pas plus facile dans un sens ou dans l'autre. Hein. Justement, on va en parler. Juste Jérôme, peut-être une réaction, et après Sébastien, tu nous donnes tes trois initiatives urgentissimes que tu as mis en place un peu en urgence. Alors, peut-être un peu plus négatif que mes voisins quand même, parce que comme tu l'as dit, Jean-François, les gens qui font appel à toi, c'est des gens qui ont déjà une conscience, qui a un vrai besoin, ou des gens qui sont dans le numérique ou dans de la techno nouvelle, avec une croissance extrêmement importante de la taille de l'entreprise. Mais c'est pas le cas de l'économie française. Hein. On a, j'ai l'exemple d'une société de fabrication de vérandas, de portails, qui est toujours d'ailleurs, heureusement, qui est une belle entreprise locale. C'est plusieurs centaines d'employés. Et la France, c'est aussi ça. Hein. C'est ces entreprises qui ont une croissance classique, et pas tous dans le numérique, et heureusement, et qui là ne sont pas du tout au niveau de maturité de ce que vous pouvez être, et qui, quand elle a été victime de rançongiciel, c'était le drame total, c'était la fin de la production pendant des semaines, c'était 3-4 semaines d'arrêt de production, parce qu'il n'y avait pas eu cette anticipation. Donc voilà, il y a ce monde-là, et c'est tant mieux, très bien, et qu'il y ait des disponibilités, des ressources en France, c'est parfait, mais il y a quand même malheureusement encore toute une partie de notre économie qui est composée donc d'entreprises familiales, historiques, et qui n'ont pas pour la totalité en tout cas, cette prise de conscience. Ça va un peu à l'opposé de ce que je vous disais sur la CPME tout à l'heure. Et ouais, tout n'est pas encore tout à fait rose. Non, mais c'est pour ça qu'on a Ready for It, pour justement essayer de sensibiliser cette population d'entreprises. Sébastien, donc les trois opérations d'urgence. Enfin, il y a eu la campagne de phishing, donc qui a cartonné, comme si on doit résumer. Bravo. Et là, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Là, justement, on va mettre en place tout ce qui est gestion des devices, parce que comme il n'y avait pas forcément de vrai suivi dessus, tout le monde a une mine de son poste, que ce soit le DAF ou la compta qui est full admin et qui n'a pas de compte admin, qui a rien du tout. Donc
Donc c'est un peu compliqué à gérer pour gérer les déploiements, les choses comme ça. Donc on va mettre, il y a un MDM qui va être mis en place rapidement, là, qui va nous permettre aussi de gérer un peu mieux le parc et de pouvoir, entre guillemets, sécuriser un peu mieux les PC et les data qu'il y a dessus. Parce que bon, c'est pareil, un PC ça se vole bien, surtout dans les bars ou n'importe quoi. Donc on est tous jeunes, donc ils aiment Oui, bien non, aller non, au mais c'est bar pas une avec critique. son Moi PC, aussi, je mais, fréquente les bars. Hein. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas que les jeunes. Hein. Ils vont au bar. Non, mais oh. Ouais, c'est pas générationnel, ça. C'est ça. Oui. C'est vrai. J'espère que c'est du lait frais que tu bois quand même. Parce que... Non, Marc, rendu. C'est Jean-François qui avait parlé. Tu coupes un peu, Marc. Mais je crois que l'année dernière, il y a 20 mecs qui se sont fait piquer leur PC et forcément, ils avaient forcément des datas dessus, donc bon, c'est compliqué. Et après, il y a toute cette campagne de phishing qui est mise en place qui va engendrer aussi plus ou moins un abonnement de sensibilisation et de monter la maturité de tous les employés là-dessus. Oui. Alors, justement, je rebondis donc sur ce que tu dis, et là, je me tourne vers Stéphane. La partie sensibilisation, communication, embarquer l'entreprise. Stéphane, tu me disais, nous, l'ADG est supportrice. Ouais. On l'a vu, aussi, ils vous ont recruté en masse. Et nous sommes fait beaucoup d'alliés dans l'entreprise. Oui. Il y a eu un incident, enfin, je te laisse nous raconter. Et on a bien géré. Et en fait, ça y est, maintenant, vous êtes les bisounours. Quoi. Voilà. Ouais, En vous fait, êtes encore plus gentils. Je transmettrai à l'équipe qu'on les a traités de bisounours. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un point qui moi me tenait à cœur parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, c'est le côté commerce en fait. C'est faire le lien entre la partie sécu et une partie qui est pas du tout technique, qui est surtout des gens qui ont horreur du technique, qui sont les commerciaux. Et en fait, c'est là où tout ce qui est questionnaire de sécurité, toutes les certifications qu'on nous demande, même toutes les exigences sur le RGPD, la protection des données à caractère personnel, etc. Tout ça, en fait, une fois que vous donnez la visibilité là-dessus, en mode, en fait, ce mois-ci, on a eu 30 questionnaires clients à répondre. En fait, vous montrez que c'est aussi un enjeu business, en fait, la sécu. Et là, du coup, c'est plus le même discours avec l'ADG, c'est plus la même prise de conscience, et on sort un petit peu du côté DSI, en fait. Là-dessus, on a parlé depuis le début sécurité rattachée au DSI, pas que. On a fait beaucoup d'autres métiers avec lesquels travailler. Et voilà, moi j'ai bien aimé ce côté commerciaux parce que justement ça justifie certains investissements et un soutien encore plus fort de l'ADG. Après, en fait, on a eu aussi le légal. Là-dessus, c'est plus classique, on va dire. Mais bosser avec le juridique, c'est... clairement, on a le même mindset de gestion de risque, de protéger l'entreprise, entre guillemets. Et c'est aussi des alliés plutôt de poids, en fait, dans l'organisation. Voilà, donc ça marche. En revoir, Gilles. Ouais. Bon vol. Alors, oui. pardon. Et après, sur l'incident, c'est vrai qu'on a eu, on a eu la chance d'avoir un incident, mais qui était assez facile à gérer. En fait, on a eu une route API qui était assez mal configurée en termes de contrôle d'accès et qui a permis potentiellement à une certaine population qui utilise notre plateforme d'avoir accès à des données de nos étudiants. Donc ça, on a mis 1 heure à la corriger. Donc ça, c'est plutôt le bon aspect parce que c'était pas très compliqué. Par contre, après, il y a eu toute l'investigation, tout le côté déclaration à la CNIL, avertissement au niveau de nos clients, etc., qui a fait beaucoup de bruit finalement en interne parce que vous avertissez une centaine de clients, forcément, beaucoup de gens sont au courant. Voilà, et comme ça a été fait de manière assez clean, pro, et de manière très, très structurée, ça s'est plutôt bien passé et on nous a vraiment félicité sur la manière d'avoir géré cette crise. D'accord.
Alors, comme il nous reste pas beaucoup de temps, je vous ai promis que j'allais pas déborder. Est-ce que, parce que moi j'ai encore plein de questions, on a encore plein de choses à découvrir. Mais est-ce que vous avez des questions dans la salle avant de partir? Non, il n'y a pas de questions. Alors, je vais me retourner vers Sébastien, puisque donc Stéphane a cité cette gestion de crise qui s'est bien passée, petite crise, mais bon, crise quand même, ça peut dégénérer. Toi, tu as insisté, c'est important, la communication, c'est d'embarquer la com interne, le marketing, même dans des entreprises de taille modeste, il y a quand même un service qui va faire la com et le marketing, et ça, c'est important de les embarquer aussi dans la sécurité globale numérique. Oui, c'est ce que tu disais, le but du jeu, on n'est pas forcément là pour être les méchants de la boîte, on est même là pour les aider, et le fait de leur faire changer à une boîte, une façon de bosser ou de choses comme ça du jour au lendemain, forcément, le but, c'est pas que ça se passe mal, c'est que tout le monde soit content, les utilisateurs, nous. Du coup, le but du jeu, là, on est en train de bosser avec le marketing pour justement mettre en place un petit newsletter, une petite roadmap rigolote avec 2-3 jeux, 2-3 comment on appelle ça, 2-3 escape games cyber pour justement former les gens et que ça soit pas que des trucs à lire ou une vidéo à regarder ou au bout de 30 secondes, les mecs, ils zappent la vidéo et ils font autre chose, quoi. Le but du jeu, c'est d'enrôler un max de personnes et qui communiquent entre eux au fur et à mesure qu'il y ait une sorte de cohésion interne sur la cyber qui se fasse toute seule. Enfin, sur la campagne de phishing, à 15h30, 16h, sur le chat de la boîte, ça a commencé à dire « Ah ok, faites gaffe, j'ai reçu ça. Ah bah moi aussi, ah bah moi aussi, ah bah moi aussi. Ah mais du coup, t'as cliqué, ah bah oui, moi aussi. Bah. » Et ça a commencé à s'auto-gérer en se disant ok, bah on va peut-être faire ça, et du coup le retour a été dit de venez voir la DSI, parce que les premiers du matin ils ont fait ah merde, j'ai cliqué mais je le dis pas, je vais me faire engueuler, quoi. Et le but du jeu, c'est pas ça, c'est justement, heureusement, tous les utilisateurs sont pas comme ça. Il y en a qui justement jouent le game et qui sont un peu plus matures sur le sujet et qui ont dit allez voir les mecs de la DSI, ils sont pas méchants, ils sont gentils, ils sont là pour vous aider, quoi. Enfin, on va pas vous taper dessus non plus, quoi. D'accord. Alors peut-être juste un dernier point pour terminer. Jean-François, tu m'as dit la relation de confiance, elle est primordiale dans les entreprises, dans toutes les entreprises bien sûr, mais encore plus dans les ETI, les PME et les ETI. Or souvent, ce type d'entreprise, elles ont un prestataire qui fait tout, qui va leur faire leur messagerie, qui va leur faire, enfin voilà, qui va tout gérer. S'il y a un besoin de sécurité, on se tourne toujours vers le même prestataire. À un moment donné, il faut savoir dépasser le prestataire unique, global, et aller chercher des experts. Oui, j'ai dit ça, oui. Oui, mais justement, donc, alors... Non, mais en fait, il y a... Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que j'aimerais bien aussi qu'on aille voir nos partenaires. Non, mais il y a effectivement... c'est souvent le cas dans des ETI, encore plus en province, parce qu'il y a une espèce d'attachement régional aussi, où on a ce prestataire historique qui nous a aidés à construire l'infra, à construire le réseau. Un jour, j'ai eu besoin de faire un peu de sécu, donc je me suis appuyé sur ce même prestataire. Bon, qui sont des gens qui ont une vraie compétence, mais une compétence généraliste. Et je pense que effectivement, quand ce genre d'entreprise veut aller un peu plus loin en termes de sécu, il faut qu'ils fassent appel à effectivement des spécialistes en sécurité. Il y en a certains qui sont référencés sur les sites de cybermalveillance et sur l'ANSSI. Et labellisés. Pour les vrais experts cyber, ils sont labellisés. Exactement. Et il y a aussi un point de changement, d'orientation, de démystification pour ces entreprises. C'est que c'est pas plus cher de passer par un expert national de la sécurité que de passer par ton prestataire habituel. Ça peut être légèrement plus cher, mais le ratio prix-qualité va quand même plus vers le spécialiste en sécu. Et ça aussi, c'est quelque part, ils franchissent une étape quand ils font appel à ce genre de service. Et ça rentre dans le cadre d'une démarche plus globale. Il y a une vraie phase de démystification quand on commence, quand on veut aller plus loin.
Et souvent, la sécurité, c'est compliqué, c'est cher. Et une grosse partie de la démystification, c'est que la sécurité, c'est pas compliqué, c'est principalement du bon sens. Ce n'est pas que de la technique. Enfin, tu citais effectivement, voilà, il y a un vrai impact métier à pouvoir répondre aux exigences de sécurité de mes clients. Donc, ce n'est pas que de la technique, c'est de la gestion de risque, c'est plein de bon sens, et on peut faire des choses sans dépenser des budgets pharaoniques. Et ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit qu'on doit amener dans les entreprises. Il y a un sujet de sécurité qui souvent coûte cher, qui n'est pas que de la sécurité, c'est que généralement, beaucoup d'entreprises se traînent une grosse dette technologique. La gestion de l'obsolescence, c'est un vrai sujet. Ready for it, c'est la transformation numérique et la sécurité. J'ai un petit message pour vos entreprises. La transformation numérique ne doit pas se faire au détriment du maintien à jour de l'infrastructure. C'est malheureusement ce qu'on constate un peu trop souvent à mon goût. Mais je crois que ça va être un beau sujet de table ronde pour l'année prochaine. Hein. Alors merci. On va s'arrêter là s'il n'y a pas du tout de questions, parce que comme ça je vais vous libérer. Merci en tout cas à tous les quatre, c'était passionnant. Merci.